Charlotte Damiano, donc je suis avocate en Life Sciences et ravie de présenter aujourd'hui quelques évolutions sur l'évaluation des dispositifs médicaux au niveau européen et des dispositifs de prise en charge des dispositifs médicaux au niveau local qui sont axés sur l'innovation et qui sont un petit peu dérogatoires par rapport au droit commun, qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, c'est l'objectif de cette présentation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai pas du tout d'idée du type de profil que vous avez. Est-ce qu'une ou deux personnes peut se présenter ou nous indiquer ce que vous faites? Et au fond, là-bas. Merci. Bonjour à tous, je suis Ahmed, je suis ergothérapeute et développeur et j'ai une startup Remotion et on travaille dans le domaine de la rééducation virtuelle. On utilise des technologies comme la réalité étendue, la réalité virtuelle, la capture de mouvements et l'intelligence artificielle dans la rééducation pour faciliter la prise en charge pour les professionnels et les patients. Ok, top. Et quelqu'un d'autre? Voulez-vous présenter? On y va alors. Justement, vous parliez de la prise en charge. La prise en charge d'un dispositif médical, aujourd'hui, c'est une décision qui est purement locale, donc pays par pays. Donc on a des autorités en France qui évaluent les dispositifs médicaux en vue de fixer leurs tarifs et leur remboursement. Et c'est pareil dans tous les pays de l'Union européenne. Donc il n'y a pas d'harmonisation de la prise en charge au niveau européen ou global. En revanche, la nouveauté à partir de 2025, c'est qu'il va y avoir une évaluation clinique au niveau européen qui impacte les dispositifs médicaux et les médicaments. C'est vraiment la première fois qu'une globalisation, je dirais, au niveau européen est introduite pour l'évaluation, parce qu'aujourd'hui, chaque pays a sa propre autorité d'évaluation. En France, pour les dispositifs médicaux, c'est la CNEDIMS, qui est une commission de la Haute Autorité de Santé, et ça se duplique dans tous les autres pays européens. Donc ça, c'est vraiment un choc des cultures, je dirais, ce nouveau règlement qu'on appelle règlement HTA. HTA, ça veut dire Health Technology Assessment, donc c'est l'évaluation scientifique du produit de santé aux fins de la décision de remboursement. Et je ferai un petit point aussi sur la certification des dispositifs médicaux orphelins. Donc ce règlement HTA, c'est vraiment une petite révolution aujourd'hui. Et il a commencé à être implémenté en 12 janvier 2025. Donc pour certains médicaments, mais ça c'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui, en oncologie, et pour certains dispositifs médicaux. Donc les dispositifs médicaux qui sont visés, ce sont les dispositifs de classe 2B ou 3 ou les dispositifs de diagnostic in vitro. Ils devront faire l'objet d'un avis par un panel d'experts avant d'être évalués au niveau européen. Et ils seront, alors c'est pas d'emblée pour tous les dispositifs médicaux, mais les dispositifs médicaux qui feront l'objet de cette évaluation clinique commune seront sélectionnés après l'avis du panel d'experts et feront l'objet d'un acte d'exécution qui les désignera aux fins de cette évaluation clinique commune. Et quelques critères ont été fixés quand même pour donner les grandes lignes des dispositifs médicaux qui devront être choisis, donc l'existence de besoins médicaux non satisfaits, des dispositifs de première classe, des dispositifs qui intègrent l'intelligence artificielle, etc., etc. Et donc le calendrier d'évaluation de ces différents dispositifs médicaux sera lui aussi fixé par un acte d'exécution du règlement européen dont la publication est prévue prochainement. Donc aujourd'hui, ça n'existe pas encore, mais il est prévu que par des actes d'exécution, des dispositifs médicaux soient choisis pour faire l'objet de cette évaluation clinique commune. Donc une fois qu'on a dit ça, quel est l'objectif de cette évaluation clinique commune qu'on appelle John Clinical Assessment? Donc c'est de décrire par une analyse comparative et des données cliniques probantes l'apport de la technologie de santé. Mais une fois qu'on a dit apport, il faut qu'on clarifie ce point parce que évidemment il y a la coexistence de cette évaluation clinique commune avec l'évaluation clinique en France par la CNEDIMS. Et donc le périmètre d'évaluation, il sera déterminé au moyen de ce qu'on appelle des PICO, qui sont établis en concertation avec les États membres. Donc il est prévu que les PICO soient déterminés par le groupe de coordination, que les États membres puissent donner leur point de vue sur la sélection des PICO, et il est même prévu que l'industriel puisse être entendu.
Alors, le sujet, c'est que l'effet de ce Joint Technology Assessment, il est assez relatif parce que le règlement prévoit que les États membres locaux et donc les autorités locales de remboursement devront tenir dûment compte. Bon, alors sans faire du droit trop strict, tenir dûment compte, ça veut rien dire. Ça veut dire qu'il n'y a aucune force coercitive. La HAS la Haute Autorité de Santé a beaucoup été entendue sur ce qu'elle entendait faire de cette évaluation clinique commune, comment elle entendait en tenir compte, etc. Évidemment, il y a une volonté affichée de la HAS d'en tenir compte, mais il n'y a pas de ligne très claire sur comment est-ce que ça va impacter l'évaluation scientifique locale. Donc aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est que la Haute Autorité de Santé va garder ses prérogatives d'évaluation et qu'elle devra quand même tenir demain compte du règlement de l'évaluation clinique commune. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle va simplement l'annexer à son prochain avis ou est-ce qu'elle va vraiment la prendre en compte pour donner son propre avis? Ça leur appartient et aujourd'hui, il n'y a pas de ligne claire sur ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas, ce règlement existe et donc il est prévu qu'il faudra en tenir compte. Donc les PICO, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection de critères qui visent la population, l'intervention thérapeutique, diagnostique ou préventive, les comparateurs, ça c'est très important, les comparateurs, parce que c'est ce qui va déterminer le prix de votre dispositif médical une fois qu'il sera pris en charge, et les outcomes, c'est-à-dire les critères d'efficacité ou de tolérance qui sont pertinents. Donc on en a parlé, ils sont déterminés les PICO par le groupe de coordination, l'État membre pourra intervenir dans la phase de cadrage et l'industriel également pourra donner son point de vue. Et pourra solliciter une réunion d'explication d'ailleurs avec le groupe de coordination. Donc la coexistence avec l'avis de la CNEDIMS, aujourd'hui c'est très clair dans le règlement HTA que la CNEDIMS reste en charge de la définition de ce qu'on appelle la valeur ajoutée et de l'identification des comparateurs. Et la valeur ajoutée et les comparateurs, c'est ce qui va driver la tarification du dispositif médical et les niveaux de prise en charge. Donc la décision clé reste au niveau local, ça c'est très clair. Et donc a priori la doctrine d'évaluation de la CNEDIMS ne sera pas impactée, en tout cas pas immédiatement, puisqu'il est simplement prévu que les États membres devront tenir dûment compte de cette évaluation clinique commune. Donc l'impact réel, vous l'aurez compris, il est un petit peu insaisissable. Sur le résultat de l'évaluation locale. En revanche, il y a des points qui sont très clairs. Le premier, c'est que toute information qui aura été transmise à la commission, au groupe d'évaluation clinique commune, ne devra pas être demandée de nouveau en France par la CNEDIMS. Ça veut dire que vous n'aurez pas à donner doublement les mêmes informations au niveau européen et au niveau local. Ça, c'est très clair dans le règlement HTA. Et donc, il est prévu que sur une plateforme, toutes les données qui auront été communiquées à la commission et au groupe de coordination seront accessibles aux autorités locales pour qu'elles puissent les consulter également. Voilà, donc ça permet quand même une démarche simplifiée au sens documentaire du terme, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de lourdeur administrative et 2 dossiers identiques à soumettre. Voilà, ça c'est plutôt un apport intéressant. Voilà sur ce règlement HTA. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle parce que c'est quand même une vraie révolution, l'évaluation clinique commune. Aujourd'hui, on n'en connaît pas encore les contours parce qu'on n'a pas encore vu les premiers avis de la HAS tomber après un rapport d'évaluation clinique commune, mais ça saurait tarder parce que pour les DM, on n'a pas encore de classe précisée, mais en revanche, pour les médicaments en oncologie sont déjà visés, donc on va pouvoir voir les premières évolutions des pratiques de la Haute Autorité de Santé là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et une autre petite évolution aussi, c'est pour la certification des dispositifs médicaux qu'on appelle orphelins. Orphelin, ça signifie que le dispositif médical est destiné à traiter une pathologie rare, grave, invalidante pour une faible partie de la population. Et justement, il n'y avait pas de définition au niveau européen pour les dispositifs médicaux orphelins par opposition aux médicaments qui font l'objet d'un règlement très clair sur les médicaments orphelins avec des conséquences très précises en termes d'exclusivité commerciale pour l'industriel. Là, pour les dispositifs médicaux, il n'y a rien de ce type, mais des guidelines ont été publiés en juin 2024. Donc c'est un document absolument non contraignant, mais qui apporte des éléments d'éclairage sur ce qu'on peut appeler comme dispositif médical orphelin. Et l'objectif, justement, c'est de permettre pour la certification par l'organisme notifié qu'il y ait un allègement des données que vous aurez à fournir si le dispositif médical qualifie d'orphelin.
et notamment sur des données pré-marché qui peuvent être acceptables, quand il y a un plan de suivi post-commercialisation. Voilà. Donc ça permet un dossier un petit peu allégé au niveau de la certification. Donc selon ces guidelines, qu'est-ce que peut être un DM orphelin? Donc il y a un élément quantitatif d'abord. Il faut qu'il soit destiné à traiter une pathologie pour une population ou une sous-pop de moins de 12 000 personnes par an dans l'Union européenne. Et un effet qualitatif, on peut l'appeler comme ça, sur l'insuffisance d'alternatives disponibles ou sur un bénéfice clinique attendu par rapport aux alternatives qui existent déjà sur le marché. Voilà. Donc une population restreinte et un bénéfice clinique qui soit supérieur aux alternatives. Et donc l'industriel qui souhaite voir son dispositif médical qualifié d'orphelin devra fournir à l'organisme notifié des justifications sur ces critères qualitatifs et quantitatifs pour bénéficier de cet allègement de la procédure au niveau de la certification. En revanche, l'organisme notifié pourra bien évidemment attacher à son avis de certification des obligations, puisque la procédure aura été allégée, donc notamment mener des activités dans le plan de suivi post-commercialisation pour générer des données cliniques supplémentaires qui n'auraient pas été fournies ab initio, ou informer les utilisateurs du fait que c'est un dispositif médical qui a des données de pré-marché et voilà, qui a fait l'objet d'une procédure allégée. Donc l'organisme notifié suivra les données qui seront transmises dans le plan de suivi post-commercialisation et l'organisme pourra faire évoluer son avis, éventuellement retirer la qualification ou la maintenir. Donc ça, c'est aussi un rapprochement vers ce qui se passe déjà pour les médicaments orphelins au niveau européen et une évolution qui est souhaitable parce qu'elle est évidemment, elle entraîne des qualifications positives pour le dispositif médical qui en bénéficiera. Oui, et ce que je vous disais, c'est que le patient doit être informé évidemment du caractère orphelin du dispositif médical et des limitations qui s'attachent à ce statut, notamment sur les données qui auront été fournies et qui ne sont pas forcément des données assez poussées. La différence en revanche avec le statut de médicament orphelin pour les dispositifs médicaux, c'est que là, il n'est pas prévu dans la réglementation européenne que ce statut de DM orphelin puisse vous octroyer une exclusivité commerciale. Ce qui existe pour les médicaments, le statut de médicament orphelin octroie une exclusivité commerciale pour une période de 10 ans, octroie des garanties en termes de prix également. En revanche, pour les dispositifs médicaux, ce n'est pas encore ce qui est prévu. C'est vraiment juste un statut qui permet une procédure allégée, mais qui ne donne pas des droits supplémentaires à ce jour. En revanche, on peut s'attendre qu'un dispositif médical qui qualifie d'orphelin, lorsqu'il vient candidater à la prise en charge en France, ça permet un plus dans la décision de remboursement local, mais sans obligation contraignante, en tout cas, qui découle du droit européen, à la différence de ce qui existe pour les médicaments. Donc il y a encore des évolutions qui doivent se faire. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le niveau européen, qui est donc le stade supérieur de la décision de prise en charge française. En France, la prise en charge, vous savez que c'est un vrai marché. C'est ce que tous les industriels vont chercher, la prise en charge par l'assurance maladie, parce qu'évidemment, ça facilite la prescription. Et puis ça génère des revenus surtout, assez certains. Donc il existe une prise en charge générale des dispositifs médicaux sur la liste des prestations remboursables, on l'appelle la LPPR. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de dispositifs de prise en charge dérogatoire qui existent pour les dispositifs médicaux innovants et qui permettent, avant même le processus d'évaluation par la CNEDIMS, donc la commission de la HAS en charge des dispositifs médicaux, et avant même la décision de tarification par le ministère de la Santé. La décision de tarification, elle est prise par le comité économique des produits de santé, le comité qui est en charge des prix. Avant même ce processus qu'on appelle de droit commun, il existe aujourd'hui des prises en charge dérogatoires pour certaines catégories de dispositifs médicaux. C'est pareil pour le médicament, ça fonctionne assez bien. En revanche, il faut faire attention quand on s'engage dans ces mécanismes parce qu'à la sortie, il peut y avoir un rattrapage financier assez important. Le premier, donc il existe trois procédures spécifiques assez connues, vous en avez peut-être entendu parler, le forfait innovation, la prise en charge transitoire et la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numériques qu'on appelle PECAN.
Si on parle du premier, alors c'est un peu particulier parce que les trois coexistent avec des critères différents, pas forcément toujours très lisibles, mais il y a quand même des différences. Le forfait innovation, il est destiné à prendre en charge de façon dérogatoire des dispositifs médicaux présumés innovants avant l'obtention du marquage CE. Et c'est le ministère qui décide de cette prise en charge, après avis de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé en charge de l'évaluation scientifique. Le ministère publie un arrêté au journal officiel, un arrêté qui fixe le forfait, comme son nom l'indique, de prise en charge du dispositif médical. Il fixe aussi le nombre de patients concernés, les conditions réelles d'utilisation, la durée de la prise en charge, les études auxquelles la prise en charge, les études cliniques auxquelles la prise en charge est subordonnée, et certaines modalités d'allocation du forfait. Et le critère principal de ce forfait innovation, c'est qu'il est conditionné à la réalisation d'études cliniques ou médico-éco ultérieures pour confirmer que le dispositif médical est bien innovant et non plus présumé innovant au stade où le forfait est octroyé et qu'il mérite, entre guillemets, une prise en charge de droit commun en tant que dispositif médical innovant. Donc l'objectif du forfait innovation, c'est vraiment la prise en charge anticipée avant que l'étude soit terminée. Voilà. Sur la base d'une présomption, donc ça veut dire que l'assurance maladie prend un risque, elle dégage un budget pour financer un dispositif médical innovant sur une présomption, mais elle le conditionne à la réalisation d'études cliniques. Donc les conditions d'éligibilité très strictes, c'est présenter un caractère de nouveauté autre qu'une simple évolution technique, se situer en phase précoce de diffusion, que les risques pour l'utilisateur aient été préalablement caractérisés et que des études cliniques ou médico-éco, ça on en a parlé, à la date de la demande, donc elles peuvent être à un stade précoce, mais il y a déjà une phase d'études cliniques ou médico-éco, permettent de présumer qu'on a un bénéfice, que le dispositif médical apporte un bénéfice clinique important ou qu'il permet de réduire les dépenses de santé. Évidemment, l'assurance maladie a toujours un objectif financier derrière lorsqu'elle dégage un forfait. Vous en avez peut-être entendu, il y a eu des dispositifs médicaux phares comme le cœur artificiel de Carmat qui ont bénéficié de ce forfait innovation ou le SonoCloud 9. Voilà, ça a été assez relayé dans la presse, donc c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui a été évidemment lancé par le ministère dans un objectif de promouvoir l'innovation et de montrer que la France est présente sur ce type d'innovation. Alors, l'autre dispositif de prise en charge qui existe, c'est le dispositif PECAN, donc la prise en charge d'EDM numérique. Il a été mis en place par la LFSS pour 2022 pour les DMN, ce qu'on appelle les dispositifs médicaux numériques, utilisés à des fins thérapeutiques ou de télésurveillance. La prise en charge, elle est toujours décidée par arrêté des ministres publié au journal officiel. Elle ne peut durer qu'1 an. Et les conditions qui doivent être réunies, c'est que le DMN soit présumé innovant, donc comme pour le forfait innovation. Le DMN, là en revanche, doit avoir un marquage CE, donc c'est différent du forfait innovation au sens qu'on doit déjà obtenir la certification. Que l'exploitant respecte des règles de données à caractère personnel et des normes d'interopérabilité aussi et de sécurité, et qu'il puisse apporter des données traitées dans des formats qui puissent être interopérables. Le but, c'est vraiment l'échange d'informations. Donc les conditions sont assez strictes. Et bien entendu, cette prise en charge, elle est subordonnée au dépôt par l'industriel d'une demande d'inscription sur la liste de droit commun dans des délais de 6 et 9 mois. Et elle est aussi conditionnée au fait que si l'industriel souhaite retirer son DMN de la prise en charge, il doit assurer une continuité des traitements des patients qui en auraient déjà bénéficié dans ce cadre-là. Et le sujet financier, c'est que l'arrêté va fixer une compensation financière qui sera versée à l'exploitant du DMN, donc ab initio. Et ça peut, si vous voulez, fixer déjà pour la négociation ultérieure de prix un certain niveau de financement. Voilà. Donc ça veut dire qu'on s'engage déjà dans une discussion financière avec les autorités, alors même qu'on n'a pas forcément toutes nos études. Le but des autorités, c'est toujours évidemment d'octroyer une prise en charge, mais quand même d'avoir des garanties et de faire un partage de risques, parce que ce n'est pas juste un cadeau qu'on fait aux industriels, évidemment. Et là, 2 petits exemples, Axomove et Continuum Connect, donc dans le traitement des patients atteints d'un cancer ou de lombalgie. Voilà, c'est aussi
ce sont aussi des exemples de prise en charge dérogatoire qui ont bien fonctionné au titre des DMN. Là, vous pourrez regarder, c'est une comparaison entre le forfait innovation et la prise en charge anticipée des DM numériques. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui. Ouais, moi j'ai une question là justement sur le dispositif Pécan. On commence à avoir une information sur le taux de succès et d'échec, on va dire, au bout de 6 mois, 9 mois. Oui, justement une slide là-dessus. Oui, je vais vous la montrer. C'est à peu près 50 d'échecs, vous voulez dire après sur la prise en charge ? Oui, exactement. Il y a deux choses. Non, mais déjà qu'effectivement, il candidate à la LPPR et puis et la liste télésurveillance. Mais surtout, est-ce que ça marche, quoi ? Est-ce qu'on a bien les résultats attendus ? Est-ce qu'on passe après en inscription sur ces listes ? Il y a des bons résultats. Je vais y venir, j'ai une slide sur le sujet. Et donc, la dernière prise en charge dérogatoire, c'est la prise en charge transitoire, donc c'est-à-dire en amont d'une inscription sur la LPPR. Pareil pour une durée limitée de 12 mois après l'obtention du marquage CE. Donc on peut se dire quelle est la différence avec le forfait innovation. Donc là, c'est après le marquage CE pour les dispositifs médicaux. Pareil, elle est décidée par arrêté des ministres. Les critères cumulatifs sont très stricts et 5 d'entre eux sont évalués par la CNEDISM. Et la prise en charge, ça c'est comme pour l'accès précoce pour les médicaments, elle est subordonnée au fait que l'industriel finance un recueil de données. Donc ça c'est vraiment à la charge de l'industriel. Et là, la spécificité aussi pour cette prise en charge transitoire, c'est que vous pouvez vendre, dans le cadre de cette prise en charge, votre dispositif médical à une indemnité qu'on appelle libre. En revanche, une fois que vous irez négocier votre prix de remboursement avec le CEPS, celui-ci se rattrapera en vous fixant une remise sur la totalité de la période de prise en charge transitoire pour lequel vous aurez vendu à un prix temporaire libre. Donc ce n'est pas juste un prix comme ça qui permet votre lancement, qui génère des revenus. Voilà, ce que les groupes aiment bien, évidemment, américains, c'est de voir que la France commence à générer des revenus. Attention, quand vous irez négocier votre prix, ces revenus, ils sont temporaires. Vous devrez en vrai en reverser une partie. Parfois, la partie est très, très importante. Donc, il faut faire attention. En effet, c'est ce que vous disiez sur le succès, c'est que quand on s'engage dans ces dispositifs, il faut qu'on soit bien sûr d'être innovant, parce qu'après, quand on arrive devant la CNEDIM, c'est qu'on a une note d'évaluation qui n'est pas bonne, qu'on va négocier un tarif avec le comité économique des produits de santé avec une évaluation pas bonne, alors qu'on a vendu à un prix comme ça de façon dérogatoire, le rattrapage, il est très très sévère. Et parfois, les industriels doivent sortir du marché, mais ils doivent quand même la remise sur les revenus qui ont été générés. Donc, c'est vraiment pas qu'un cadeau. Quand vous vous engagez dans ce type de dispositif dérogatoire, il faut être bien sûr que l'évaluation derrière va être positive, sinon ça peut être vraiment mortifère. Et pendant tout ce temps, ça veut dire que vous devez expliquer à vos groupes que vous devez mettre une provision sur vos revenus, etc., qui sont temporaires, donc ça génère voilà, pas mal de questions. Donc la prise en charge transitoire, c'est pour traiter une maladie grave ou rare. Il ne faut pas avoir de comparateur pertinent, il faut apporter une amélioration significative de l'état de santé ou du handicap. Il faut être susceptible d'être innovant, comme pour le forfait innovation, et il faut être susceptible, au vu des études cliniques, de présenter une efficacité cliniquement pertinente ou un effet important pour les patients au regard des effets indésirables potentiellement acceptables. Les critères réglementaires, donc c'est le marquage CE en premier lieu, s'engager à une demande d'inscription sur la LPPR dans un délai de 12 mois, sous peine de suspension de la prise en charge si vous ne le faites pas. Il faut informer les ministres évidemment de ces démarches. Il ne faut pas avoir fait l'objet d'une prise en charge transitoire à laquelle il a été mis fin au préalable. Il ne faut pas faire l'objet d'une prise en charge financière au titre des prestations d'hospitalisation. Il ne faut pas avoir fait l'objet d'une décision de suspension par la NSM. Il faut faire l'objet d'études cliniques en cours et il ne faut pas être un DMN évidemment, puisque ce n'est pas l'objet de ce dispositif d'être pour les DMN, puisqu'il y existe le Pécan. Donc la prise en charge transitoire, on a eu le système, sont vraiment deux exemples, Inside System donc dans l'insuffisance intestinale et système Flow Trigger dans l'embolie pulmonaire. Donc c'est bien que ça marche, que c'est utilisé. Hein. Après on va venir sur le succès. Là c'est une slide sur les comparatifs, je ne suis pas certaine qu'on doive la dérouler parce qu'on les a vus, mais si ça vous intéresse je pourrais communiquer les slides. Vraiment sur les critères. Donc, je rappelle, le forfait innovation, c'est pour les ADM avant le marquage CE, la prise en charge transitoire après le marquage CE, et on a le Pécan qui est pour les dispositifs médicaux numériques. Voilà, avec à chaque fois une durée limitée, un arrêté des ministres qui doit publier la prise en charge. Le succès, le taux d'approbation, c'est-à-dire d'octroi de ces dispositifs, c'est à peu près de 50%. Alors les données, elles sont qu'à décembre 2023 parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2024.
Là, vous avez le nombre d'avis favorables. C'est en moyenne 50% pour les 3, mais d'avis favorables sur l'octroi de dispositifs dérogateurs. Si votre question, c'était est-ce que derrière la prise en charge de droit commun, elle suit ce caractère d'innovation, c'est pas toujours le cas. On a des beaux exemples, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que je disais qu'il peut y avoir un effet mortifère, c'est que c'est très attractif comme système, mais si l'évaluation n'est pas favorable, c'est vraiment la sanction est vraiment importante. Et vous avez probablement entendu parler aussi d'une nouvelle modalité de prise en charge sur la télésurveillance. Alors ça marche très bien. Il y a des très beaux exemples comme Implicity qui viennent d'avoir leur inscription en nom de marque. C'est un de mes clients, donc je peux en parler. Mais c'était vraiment une des nouveautés, pareil, de la LFSS pour 2022. Elle a été relayée par l'Agence de l'innovation en santé. Vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de messages portés par le gouvernement sur cette prise en charge. La surveillance médicale, c'est quoi? C'est une fonctionnalité pour analyser des données et les transmettre, les collecter, les analyser et les transmettre aux fins de traitement pour des visées médicales. Donc j'ai donné l'exemple d'Implicity, évidemment, c'est un superbe exemple. Voilà, pour la télésurveillance de patients qui portent un défibrillateur. Il y a eu Maya Diabetes Care aussi dans le diabète, donc vraiment des très beaux succès. Donc il existe une nouvelle liste de prise en charge pour cette activité de télésurveillance médicale. Donc pour être prise en charge, la télésurveillance doit être inscrite sur cette liste. Elles doivent être assurées par un opérateur de télésurveillance médicale qui soit déclaré à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Et ils doivent avoir mis l'opérateur à disposition de l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre exploitant. Le moyen au titre duquel la télésurveillance médicale est opérée. Les conditions d'inscription sur cette liste, elles ont été fixées par un décret. Évidemment, c'est après avis de la CNEDIM, c'est toujours la même commission qui évalue les dispositifs médicaux en fonction du service attendu, c'est-à-dire du niveau d'évaluation qui aura été octroyé. Et on peut soit être inscrit en nom de marque, c'est ce que vient d'obtenir Implicity et ce qui est évidemment la plus belle voie possible, soit être attaché à une ligne générique, c'est-à-dire une ligne déjà existante de prise en charge auquel on peut se raccrocher, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on aura un prix qui sera évidemment limité par la ligne générique existante. La durée, c'est 5 ans renouvelable. Et la prise en charge, donc, elle est prévue. Il existe 2 forfaits. Soit le forfait opérateur qui rémunère l'opérateur, évidemment, qui réalise la télésurveillance, et le forfait technique qui rémunère l'exploitant ou distributeur au détail. Et ces forfaits sont fixés par l'arrêté. Un arrêté a déjà fixé les grandes lignes des forfaits. Avec des montants fixes. Et donc, on s'inscrit dans ce cadre-là. Et après, pour chaque activité de télésurveillance, il y a une déclinaison d'un barème en fonction du nombre de patients. Donc, on en a parlé, Implicity, la télésurveillance cardiaque, et Maya Diabetes Care. Donc, ça fonctionne aussi très, très bien. Et je voulais vous parler d'une petite innovation aussi qui a été introduite par la LFSS pour 2025, donc celle qui vient d'être votée en février de façon totalement dérogatoire, puisqu'il y avait eu un échec de cette loi au Parlement fin 2024. Il est prévu justement, vous savez, un des grands axes du gouvernement, c'est de lutter contre les pénuries de médicaments et dispositifs médicaux. Et cette LFSS pour 2025 prévoit que si un exploitant de dispositif médical envisage de cesser la commercialisation d'un dispositif médical et que ça peut entraîner une rupture pour les patients, les ministres pourront décider de rembourser un dispositif médical qu'on qualifie d'alternatif. Alors c'est toute la question, qu'est-ce qu'une alternative, parce qu'on peut avoir des grands débats là-dessus. C'est-à-dire un dispositif médical qui pourrait assurer la même fonction. Et cette prise en charge serait au maximum d'1 an, dans la limite d'un tarif qui serait fixé par le ministère. Donc voilà, là c'est un peu, je dirais, une ingérence dans la concurrence entre les acteurs. Ça existe aussi pour le médicament, donc voilà, on a beaucoup d'ingérences de ce type parce que la lutte contre les pénuries, c'est clairement un axe du gouvernement. Donc attention, si vous envisagez un jour de cesser une commercialisation, voilà, il y a des impacts à prendre en compte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je suis allée plus vite que mon timing.
Moi, j'ai une question, mais c'était sur la télésurveillance, là. Savoir si on pense qu'il va y avoir en fait plus de lignes génériques, parce que ma compréhension, c'est qu'il y a 5 aires thérapeutiques et qu'on peut se demander si l'oncologie demain ou d'autres vont devenir aussi d'autres lignes génériques. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont en nom de marque? Et puis aussi, après, est-ce que c'est une tendance en fait d'avoir plus de lignes génériques ou Vous savez que quand il y a une inscription en nom de marque, ceux qui sont en ligne générique doivent être radiés. Hein. Ça, c'est le dispositif qui le prévoit. Donc ça veut dire que quand un nom de marque arrive, il obère toutes les zones lignes génériques, ce qui est à peu près normal. Sur les lignes génériques, oui. Par contre, il faut l'anticiper. Il faut aller discuter avec la direction de la sécurité sociale. Il faut leur dire, voilà, il y a cette aire qui arrive, il faut créer une ligne additionnelle. Ils sont ouverts. Hein. Ils sont ouverts. Vous pouvez en discuter au stade de la négociation du tarif avec le comité. Il va faire le lien avec la DSS, mais ce que je recommande, c'est d'anticiper encore plus. Dès que vous savez que vous allez avoir un besoin d'une ligne générique, vous allez voir la DSS, vous dites voilà, on en est à tel stade, on va aller négocier le tarif, il faut que vous créez une ligne. Ils sont ouverts à ça, hein. Ils n'ont pas forcément l'info en fait, c'est tout. Mais il faut vraiment l'anticiper parce qu'il peut y avoir des lourdeurs administratives, c'est un peu long. Et parfois, c'est aussi au stade de la CNEDIMS qui transmet à la DSS et qui dit voilà, il va falloir créer une ligne. Mais autant l'anticiper et le faire vous-même. Votre tableau indiquait, si j'ai bien lu, 23 demandes de forfait innovation entre 2015 et 2023. Demande, hein, ça ne veut pas dire oui, octroi. Demande. Mais ça, c'est très peu. J'ai du mal à croire ce chiffre. Si, c'est très peu. Et d'ailleurs, c'est une dizaine qui a été octroyée. Donc si, c'est très peu. Mais oui, mais vous savez, c'est très strict, hein, les études cliniques. Voilà, on ne s'engage pas dans ce dispositif juste parce qu'on veut un remboursement. Hein. Il y a des conditions très très strictes derrière. Merci de votre attention.